moi, en Europe, en France et en Angleterre, il y a un plafond de verre qui est impossible à briser quand on vient de minorité ethnique, on va dire. Il est là pour les personnes de minorité ethnique, il est là pour les femmes aussi. Pour moi, j'en suis arrivée à la conclusion qu'on aura beau travailler dur, on aura beau faire les meilleures écoles, on aura toujours du mal à s'en sortir, on aura toujours un espèce de décalage avec ce qu'on mérite et ce qu'on a vraiment. Ici, je ne serai jamais considérée 100% rwandaise. C'est un peu le paradoxe du métis. Et donc, du coup, ça fait quand même plaisir qu'une personne qui est née, qui a grandi en Europe, décide de venir s'installer ici, décide d'avoir de l'impact ici. Mais c'est vrai qu'il y a une claire différence. Niabe Webakers, leke nifondo, nifonyodea, eleia, et non. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec, j'ai nommé Madame Margot Lorousseau. Est-ce que j'ai bien prononcé, Margot? Très bien. Merci. Donc Margot Lorousseau qui a décidé de rentrer au Rwanda, elle préfère plutôt le terme de s'installer au Rwanda. Et cela maintenant quelques mois, elle va nous partager son parcours franco-rwandaise, aussi italienne si je ne me trompe pas. Totalement. Donc qui est maintenant au Rwanda, qui dirige deux ONG. Elle va nous parler de son parcours, ce qu'elle fait au Rwanda. Mais avant ça, pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Way Back to Africa a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent à se réinstaller sur la terre mère. On parle généralement sur cette chaîne d'Afrique, plus particulièrement du Rwanda parce que c'est là où je suis, beaucoup du Togo auparavant, là où j'habitais, mais c'est l'Afrique en général, l'Afrique et sa diaspora. Donc si jamais cette thématique t'intéresse, tu es le bienvenu et tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Mais un j'aime, ça ne te coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Ça aide notamment le référencement. Et puis, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. On peut démarrer cette interview. C'est bon pour toi, Margot? C'est bon pour moi. Génial. Déjà, Margot, je voudrais te remercier de prendre le temps, ce dimanche, ton jour, le week-end, le day off, pour tourner cette interview avec nous. Je vais te poser la question la plus difficile que je pose aux invités sur la chaîne, mais qui peut apparaître aussi comme la plus simple, à savoir, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent sur la chaîne Way Back to Africa? Bien sûr, déjà merci, un grand merci. Ça fait très longtemps que je suis les activités de Way Back to Africa et je suis très honorée de pouvoir faire partie des interviewés aujourd'hui. Je suis Margot Lorousseau, d'origine rwandaise de ma maman et française-italienne de mon papa. Je suis née et j'ai grandi à Toulouse, dans le sud de la France, où j'ai passé mon enfance, adolescence et un petit temps de mon jeune âge adulte. J'ai suivi un parcours académique assez simple. Donc j'ai fait un BTS assurance après l'obtention de mon bac. J'ai suivi une licence, enfin une dernière année de licence, donc une L3 bachelor dans une école de commerce à Toulouse que j'ai fait en alternance dans la banque et l'assurance. Et après ça, j'ai voulu partir à l'étranger et donc j'ai décidé d'aller m'installer en Angleterre pour un séjour linguistique de 1 an qui s'est finalement transformé en une vraie expérience de 4 ans. Et c'est lors de cette expérience de 4 ans où j'ai commencé à travailler pour une ONG pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans et avec laquelle je viens de terminer mon aventure il n'y a même pas 2-3 mois. Et c'est un peu là où j'ai découvert un peu ma passion et la voie que je voulais emprunter professionnellement parlant. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette ONG, notamment son nom, et qu'est-ce qu'elle faisait et justement en fait, de quelle manière elle t'a poussé à emprunter la voie que tu as aujourd'hui, le chemin que tu suis? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Concernant l'ONG, donc elle s'appelle SEO London, qui est l'acronyme de Sponsor for Educational Opportunities, qui est une ONG qui est dédiée à la diversité et l'inclusion, et notamment à l'éducation. Et le but, c'était en fait de mettre en place des programmes d'éducation pour des étudiants qui souhaitent se lancer dans des industries et des entreprises assez élitistes, comme par exemple les grandes banques d'investissement, les grands cabinets de conseil et les grandes entreprises dans la tech. En fait, cette ONG existait depuis plus de 20 ans lorsque je les ai rejoints, et le but était en fait de dupliquer ces programmes-là qui existaient déjà en Angleterre, en France. Et donc du coup, pendant 5 ans, j'étais en charge de l'expansion française de cette ONG qui promeut la diversité et l'inclusion en France. Ce que je comprends, c'est que tu as quand même un début de carrière à Londres. Tu avais un poste qui était assez intéressant, avec des responsabilités. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que c'est dans ces eaux-là qu'on s'est connus, déjà bien même avant l'existence de Way Back to Africa. Je crois qu'à l'époque, tu parlais un peu déjà d'Afrique, mais c'était pas, je ne sais pas si tu avais déjà décidé à ce point de te réinstaller dans ton pays d'origine et puis plus généralement en Afrique. Tu disais justement que ça t'a permis de
d'emprunter la voie que tu suis aujourd'hui et de quelle manière en fait? De quelle manière ça t'a permis d'emprunter la voie que tu suis aujourd'hui? Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu trouver une voie où j'avais un impact, où je participais à un développement et à une contribution qui permettait une amélioration en fait de la société en général. Et quand j'ai vu qu'au travers de mon travail donc, avec SEO London, j'avais vraiment un impact et il y avait vraiment une population qui était délaissée, qui avait besoin d'aide, je me suis dit, si en Europe il y a besoin d'aide, j'imagine même pas à quel point en Afrique il doit y en avoir également. Et donc pour moi, c'était logique en fait que cet impact que j'avais en Europe serait une passerelle, pas parce que en Europe il n'y a plus de besoin, mais je pense que le besoin est plus grand en Afrique. Et donc pour moi, c'était naturel en fait que cet impact social-là que j'avais en Europe, je puisse le dupliquer de manière beaucoup plus amplifiée sur le continent africain. Et est-ce que finalement, toi, quand tu parlais du continent africain, c'est par rapport à tes origines rwandaises? Justement, tu as dit que ta maman était rwandaise. Est-ce que tu as toujours eu cette attache avec le continent africain d'une certaine manière? Est-ce que c'était spécialement que le Rwanda ou c'était l'Afrique en général? Alors bien évidemment, j'ai une attache pour le Rwanda en particulier parce que ma mère est rwandaise et surtout que ma mère a une histoire assez lourde de par ce qui s'est passé en 1994. Mais au-delà de ça, comme je disais, au travers des missions que j'avais à SEO London, j'ai rencontré beaucoup de populations d'origine africaine qui avaient énormément de difficultés à se lancer professionnellement parlant. Et donc oui, bien évidemment le Rwanda en premier choix parce que c'est facile et c'est naturel et c'est plus simple. Mais le continent africain en général dans sa globalité est également une ambition que j'aurai toujours au fond de mon cœur et que j'aimerais pouvoir du coup élargir et pas me limiter qu'au territoire rwandais. D'accord. Est-ce que avant justement de poser le pied au Rwanda, et tu vas nous expliquer de quelle manière tu as posé le pied au Rwanda, est-ce qu'il y avait d'autres pays en particulier en Afrique qui t'intéressaient? Est-ce que tu peux les citer? Juste pour la curiosité des spectateurs. Oui, j'avais eu un grand appétit pour la Côte d'Ivoire. Appétit. J'avais vraiment envie de m'installer en Côte d'Ivoire pendant un moment, plus que le Rwanda même. Intéressant. Ok, justement, donc tu as eu toujours cette volonté d'avoir de l'impact, de faire des choses, de contribuer à des causes sociales. L'analyse que tu as faite, c'est que si, rien qu'en Europe, dans des pays développés, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou même en France, il y a besoin de travailler sur ces thématiques-là, alors qu'est-ce que ça peut être en Afrique? Mais toi, d'abord tu es à Londres, ensuite tu es à Paris. Comment tu trouves l'opportunité de devenir finalement managing director d'ONG qui viennent de mettre le pied au Rwanda? Je me suis retrouvée à Londres pour des raisons linguistiques de base. Ouais. Et au final, ça s'est transformé, comme je l'ai dit, en vraie expérience. Le retour en France, notamment à Paris, donc moi je ne viens pas de Paris, je viens de Toulouse, donc c'était une première pour moi de m'installer dans la capitale française. C'était justement lié à ces activités d'expansion française pour cette ONG-là. Ayant eu l'envie d'avoir cet impact-là pour l'Afrique depuis un certain moment, je suis arrivée à un moment en fait, où, dans ma vie où je me suis dit c'est le moment ou jamais de pouvoir m'installer au Rwanda. Et j'ai eu une opportunité qui m'a permis d'accélérer cette envie, qui est justement l'opportunité avec Women in Tech Rwanda, dont je suis devenue la country director depuis 6 mois maintenant. Et en fait, ça a été l'élément qui m'a permis de me dire, ok, maintenant j'ai cette responsabilité-là, donc c'est le moment ou jamais de mettre les pieds dans le plat, comme on dit, parce qu'on est beaucoup à vouloir s'installer en Afrique, mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire quand on n'a pas vraiment un projet ou une idée précise, quand on n'a pas les codes aussi. Alors que là, avec Women in Tech Rwanda, j'avais vraiment un projet concret, j'avais vraiment une ligne directive, j'avais vraiment un plan, je savais ce que je voulais faire. Et donc là, j'avais plus d'excuses en fait. C'était le moment ou jamais de pouvoir passer le cap. Wow. Donc déjà, félicitations parce que c'est que là, tu ne le dis pas forcément face caméra, mais ça fait longtemps que tu cherchais une opportunité en Afrique. Là, tu en trouves une dans ton pays d'origine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont intéressés de s'installer au Rwanda. Mais comment toi, tu trouves cette opportunité-là? Est-ce que finalement, ta maman connaît beaucoup de monde au Rwanda et c'est grâce à ça que tu la trouves? Est-ce que tu es parti la chercher de toi-même? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à des gens peut-être qui sont aussi intéressés de s'installer au Rwanda et se disent mais comment elle fait pour devenir country director d'une nouvelle ONG au Rwanda? Moi aussi, j'aimerais bien avoir ce type d'opportunité. Totalement. Alors, je vais être totalement transparente, ça n'a absolument rien à voir avec mon réseau rwandais. Ça veut dire que, de par mon activité principale, je suis engagée dans pas mal d'autres ONG que je suis de loin ou de près. Et Women in Tech est une ONG globale qui existe dans plusieurs pays et qui existait déjà en France. Et donc, je suivais déjà depuis très longtemps les activités de Women in Tech France.
Et voyant l'impact qu'elles avaient, en fait, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas la même chose au Rwanda? Et j'ai tout simplement demandé à la country director de Women in Tech France, en demandant quand est-ce qu'elles vont faire quelque chose au Rwanda, pensant que ce n'était pas du tout un projet que je pouvais l'idée moi-même. Et Angela Nasser, que je remercie encore jusqu'à présent, m'a tout simplement poussé en disant mais pourquoi toi tu ne le ferais pas? Et en passant quelques process de recrutement, en expliquant mon intérêt et mon amour pour le continent africain et bien évidemment pour le Rwanda, c'est comme ça que en fait, j'ai réussi à gagner leur confiance et elles m'ont donné la position de country director Rwanda. Donc c'est vraiment un réseau personnel qui n'est aucunement lié avec le Rwanda et une opportunité en effet que j'ai cherchée moi-même. Par tous les temps que j'ai passé avec Women in Tech France, c'était sur mon temps libre, c'était tout simplement du bénévolat parce que j'appréciais ce qu'elle faisait et je voulais apporter mon soutien. Et aussi parce que j'ai osé poser la question et aussi parce que j'ai également osé postuler pour cette opportunité-là. Mais félicitations. Félicitations, c'est donc en fait c'est l'audace, hein. C'est l'audace, c'est le, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Donc félicitations. Là, tu as parlé beaucoup de Women in Tech, mais on sait que c'est pas la seule ONG pour laquelle tu travailles, pour laquelle tu donnes de ton temps. Oui. Est-ce que tu peux aussi un peu parler de cette deuxième ONG et qu'est-ce que tu fais à travers cette deuxième ONG ici au Rwanda? Women in Tech, c'est un projet bénévole. Ça veut dire que c'est une deuxième casquette que j'ai, mais j'ai une première activité. Et également, donc, je suis la managing director d'une autre ONG qui est française, qui s'appelle ADWIN, qui est l'acronyme de African and Afro-Descendant Impact Women Network. Et en fait qui consiste à créer un réseau mondial de toutes les femmes africaines et afrodescendantes dans le monde entier. Donc ça inclut bien évidemment la population féminine en Afrique, mais dans les pays où il y a de la diaspora, l'Amérique, les États-Unis, et l'Amérique latine et les Caraïbes aussi. Et le but de ce réseau, c'est vraiment d'éradiquer les frontières et de réunir toutes ces femmes africaines et afrodescendantes sur une seule et une même plateforme et leur donner en fait tous les outils pour faire face à tout ce que les femmes noires et toutes les femmes africaines et afrodescendantes rencontrent dans le monde. Donc ça peut être des barrières par rapport à l'éducation, des barrières par rapport à l'entrepreneuriat, des barrières par rapport à tout simplement l'accès à des opportunités professionnelles, mais également la santé, le bien-être et aussi l'héritage culturel. Parce que beaucoup de populations diaspora sont parfois déconnectées de leurs racines. Et le but d'ADWIN aussi, c'est de pouvoir reconnecter cette population africaine et afrodescendante avec leurs origines et leurs racines. Bah c'est impressionnant, hein. C'est deux ONG différentes, mais à la fois complémentaires et similaires. Mais dans la vie de tous les jours, gérer deux ONG comme celle-ci, ça va être très prenant parce qu'en fait aussi tu pars de structures, disons, tu pars ex nihilo, comme on dit en latin, c'est-à-dire de rien. Oui. Tu pars de from scratch, comme on dit en anglais. Comment ça se passe au jour le jour? Tu dois être toujours en train de travailler, toujours en train de rencontrer du monde. Quand tu rencontres des gens, tu te présentes comment? Est-ce que tu dis je suis la country director de Women in Tech, je suis plutôt la managing director de ADWIN? Comment ça se passe? C'est pas trop compliqué au jour le jour? C'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très complémentaire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a une ONG qui est très internationale et globale et une ONG qui est très ciblée localement. Donc, c'est très facile de switcher d'une casquette à une autre parce que le but de Women in Tech Rwanda, c'est d'avoir un impact local au Rwanda. Donc, on va parler avec des acteurs qui sont rwandais, des initiatives qui sont déjà au Rwanda ou qui veulent être lancées au Rwanda, une population qui est uniquement rwandaise. Et il y a l'autre partie qui est très internationale, où là, on va parler à un niveau un peu plus élevé, avec des entreprises qui sont beaucoup plus mondiales, avec une population beaucoup plus élargie, des horizons beaucoup plus élargis aussi. Donc c'est ces deux casquettes-là entre lesquelles je peux jouer facilement. Et quotidiennement, c'est prenant dans le sens où Women in Tech, c'est du bénévolat. Donc c'est souvent le soir, le week-end, entre midi et 2. Et la semaine, c'est en effet, je reprends l'autre casquette où là, je transforme plutôt toutes mes compétences en quelque chose de plus international et plus global. Ok. Et en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Là, ça fait 2 mois que tu es là maintenant. Je pense que le travail n'a pas commencé à partir du moment où tu étais là, mais ça commence déjà en amont, même avant de t'installer. Comment ça se passe au jour le jour? Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer? Là, il y a ta maman qui est rwandaise et qui est désormais à Kigali, si je ne me trompe pas. Non, elle est en France. Elle est en France. Donc tu es seule sans ta mère, justement, qui est ta première attache au Rwanda. Je crois que quelqu'un de ta famille aussi de très proche
est là aussi. Oui, ma petite sœur. Hormis ça, est-ce que tu connaissais déjà beaucoup de monde à Kigali? Certes, c'est ton pays d'origine, c'est le pays de ta maman. Mais comment ça se passe pour toi, l'intégration, la vie de tous les jours? Il faut savoir qu'avant de m'installer, je suis allée au Rwanda de manière très ponctuelle pendant toute mon enfance. Ça veut dire que je suis allée une fois en 2006, une fois en 2014 et une fois en 2022, si je ne me trompe pas. Et c'était uniquement les 3 fois où j'avais mis les pieds au Rwanda avant de pouvoir vraiment commencer à installer une routine où chaque année j'y allais. Donc c'est vraiment à partir de 2022-2023 où vraiment chaque année je suis allée au Rwanda. Donc là ça fait que 3 ans, 3 ans que je vais chaque année au Rwanda. Donc c'est sûr que mon réseau n'était pas le réseau le plus élargi lorsque je me suis installée ici. Mais en revanche, on va dire que moi j'ai pas trop de problème à aller vers les gens, à envoyer des messages sur LinkedIn, à aller à des événements tout simplement pour réseauter. Et c'est vrai que ça fait que 2 mois que je suis ici et je pense que j'ai plutôt réussi en tout cas je suis en train de construire un réseau assez solide de par ces initiatives en fait d'aller chercher les gens, de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller serrer quelques mains, d'aller se présenter. Il y a tout un travail de recherche aussi de savoir qui est qui fait quoi, qui pourra m'aider, quelle personne sera susceptible d'être touchée par ce que je fais à Women in Tech. Et il y a eu tout ce travail en effet de recherche avant de m'installer sur le continent-là pour pouvoir justement arriver ici et tout de suite déployer ce réseau-là que je m'étais fait auparavant. Ok. Qu'est-ce que tu dirais justement à des gens comme moi? Par exemple, moi ça fait 2 ans que je suis au Rwanda et je trouve comme il y a une forme de difficulté quand même à se connecter avec les gens ici au Rwanda. Je ne sais pas si c'est dû par rapport à votre histoire plus ou moins récente. Est-ce que les Rwandais ont toujours été comme ça, si je peux me permettre, mais je sais qu'en Afrique de l'Est, les gens sont déjà quand même un peu plus réservés. Qu'est-ce que tu dirais justement, parce que toi, ton travail, c'est toujours d'aller vers les gens, de te connecter, d'aller justement trouver ce réseau-là. Donc, est-ce que c'est pas très difficile au jour le jour? Moi, personnellement, je ne rencontre pas de difficultés à ce niveau-là. Okay. Peut-être parce que je suis d'origine rwandaise. Après, le petit challenge, c'est qu'on ne sait pas forcément que je suis d'origine rwandaise. Généralement, on pense que je suis maghrébine. Ici au Rwanda aussi? Oui, on ne pense pas du tout que je suis rwandaise. Ah ouais? Donc je dois quand même le notifier et j'ai l'impression que quand je notifie, il y a un regard différent. Les gens s'ouvrent d'autant plus, tu penses qu'il y a ce côté aussi, c'est une des nôtres, donc ils sont un peu plus ouverts. Qu'est-ce que tu... Je pense que oui, je pense que c'est plutôt du style, elle est l'une des nôtres, mais elle est aussi de l'étranger et ça fait plaisir de voir quelqu'un de l'étranger qui veut venir parce que ici je ne serai jamais considérée 100% rwandaise, c'est un peu le paradoxe du métis. Et donc du coup ça fait quand même plaisir qu'une personne qui est née, qui a grandi en Europe, décide de venir s'installer ici, décide d'avoir de l'impact ici. Donc ça fait plaisir et c'est toujours encore plus intriguant quand on apprend que c'est parce que je suis d'origine aussi rwandaise. Okay. Donc moi, j'ai pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Mais après, jusqu'à présent, on va dire que tous les contacts que je me fais, ça reste vraiment dans un cadre très professionnel. Et côté plutôt vie privée, j'ai déjà quelques amis, quelques connaissances ici, donc j'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a une claire différence. Il ne faut pas oublier que moi, je suis née, j'ai grandi en France, donc les mentalités sont complètement différentes. Mais encore une fois, c'est l'avantage du métis. On arrive à jongler entre les deux et à s'adapter aux 2 environnements. Okay. Ben justement, ça a fait une bonne transition, parce que là, si on t'écoute, tout est tout beau, tout rose. Hein. Mais effectivement, tu as parlé de cet avantage, en tout cas, c'est le terme que tu as utilisé, le terme d'avantage du métis. Mais c'est vrai que parfois, certains, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour avoir interviewé certains métis, je trouve que parfois c'est difficile. Effectivement, on t'appelle la blanche. Enfin, certaines personnes qui ont été interviewées disaient qu'on les appelait la blanche, etc. Au Togo, c'était Yovo. Enfin, bref. Et il y a ce côté aussi où, certes, tu es l'une des nôtres, mais en même temps, tu n'es pas l'une des nôtres. Toi, est-ce que c'est quelque chose finalement ça te fait rire, tu le dépasses assez facilement, ou bien c'est pas tous les jours non plus facile parce que tu te sens aussi appartenir à ce pays? Moi franchement, je pense que c'est pas vraiment une couleur de peau ou une appartenance ethnique dans le sens où métis,
ou clair de peau. Je pense que c'est surtout une mentalité. Je pense que les thématiques que tu viens de citer, un Africain 100% qui est né, qui a grandi en Afrique, les rencontre également. On peut aussi dire qu'un noir est blanc parce qu'en fait il ne parle pas la langue locale, parce qu'il ne connaît pas les codes. Donc je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux métis. Et moi personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. Pourquoi? Parce que j'ai également rencontré ces thématiques-là dans le sens inverse en Europe, dans le sens où j'ai jamais été considérée comme une Française 100%, j'ai jamais été considérée comme une blanche à 100%. Et donc j'ai grandi et je suis née avec ce côté où je sais que je ne suis pas 100% d'un côté ou de l'autre. Okay. Donc c'est très facile à naviguer pour moi, honnêtement. Après, oui, il y a toujours un petit pincement quand on me dit « Toi, t'es rwandaise, quoi ?» J'ai dit « Bah oui, ça se voit pas. » Non, ça se voit pas du tout que t'es rwandaise. Donc ça, c'est un petit peu le côté qui pique, mais je le prends vraiment avec la légèreté parce qu'au final, je suis toujours écoutée, respectée. J'ai jamais vécu de racisme, on va dire, ou d'épisodes qui ont été méchants. Où on m'a jamais vraiment mis sur le côté ou délaissée ou maltraitée de par mes origines européennes. D'accord. Et c'est vrai que tu as cette expérience en tant que personne avec des origines étrangères en France et au Rwanda. Tu travailles beaucoup sur cette thématique notamment de la femme. Est-ce que toi, en tant que femme, quand tu compares un peu la situation que tu avais en Europe et la situation que tu as ici au Rwanda, comment tu analyses? C'est vrai que là, ça fait que 2 mois que tu es là à 100%. On dit souvent que le Rwanda, c'est un pays qui est très développé en termes de droits de la femme. C'est vrai que moi, par exemple, parfois, je me balade la nuit, des femmes sortent, il y a cet aspect qui est sécuritaire. On dit aussi que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la moitié du Parlement, donc plus de la moitié du Parlement rwandais, c'était des femmes. Donc est-ce que toi, quand tu compares finalement entre la France, la Grande-Bretagne que tu connais, le Rwanda est très avancé en matière des droits des femmes, et si le Rwanda est très avancé, finalement, est-ce que toutes ces initiatives ont vraiment du sens ici au Rwanda? Alors oui, le Rwanda est largement plus avancé sur les thématiques de genre qu'en France et en Angleterre, pardon. Ça c'est sûr et certain. La femme a une place très importante au Rwanda et puis même je pense que dans l'histoire même du Rwanda, même quand on remonte à l'époque des rois, la femme elle avait toujours une place très importante. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les racines. Mais il y a toujours un décalage. Il ne faut pas oublier que la population mondiale de la femme représente 50%. Et il y a quand même des statistiques qui prouvent que la femme est sous-représentée dans énormément de domaines. Et ça, même si le Rwanda fait un effort particulier, notamment pour les lois, donc on a parlé des femmes qui sont représentées à plus de 60% au Parlement, il y a toute la partie justement dans la tech, il y a toute la partie dans tout ce qui est entreprise privée, où justement en fait il y a encore ce décalage-là et les femmes leaders ne sont pas assez représentées. D'accord. Et ça, c'est pas qu'une thématique rwandaise, c'est vraiment une thématique mondiale. Mais j'ai choisi en tout cas les opportunités qui se sont offertes à moi m'ont permis de faire ce combat-là au Rwanda. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on dit aussi que je crois qu'il y a plus de... Tu dis que dans le monde il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, c'est logique, hein, c'est une chance sur deux d'avoir un enfant, une femme ou un homme, enfin un garçon ou une fille. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes au Rwanda que d'hommes, c'est l'impression que j'ai notamment quand je me bats dans la rue. Et toi justement à travers ces deux initiatives, donc Adwin et Women in Tech, qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire avancer le droit des femmes? Tu peux donner des exemples? Et puis je sais que tout récemment, il y a un événement, qu'est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Déjà, on va dire que le pourcentage homme-femme au Rwanda, il est quasiment similaire. De mémoire, je pense que c'est 51% de femmes et 48% d'hommes. Donc on est quand même assez égaux en termes de population. Concernant l'impact vraiment que je souhaite avoir au Rwanda, donc vu que l'ONG s'appelle Women in Tech Rwanda, le but bien évidemment c'est de réduire le gap de genre dans les industries technologiques. Et l'ambition qu'on a avec Women in Tech Rwanda, c'est de créer des programmes d'éducation pour des étudiantes, soit qui font de la tech, soit qui sont intéressées par la tech, pour les outiller, donc les outiller en termes de compétences techniques, les outiller aussi en termes de compétences justement liées à l'employabilité, les connecter avec des mentors et d'être aussi un pont entre des offres de stage précisément ou des offres d'emploi et justement ces étudiantes qui sont en recherche de différentes opportunités. Connecter les entreprises dans la tech locale avec ces étudiantes formées et motivées pour pouvoir entrer dans l'industrie de la tech. Et justement concernant Women in Tech Rwanda, donc ça fait officiellement 6 mois que le projet
concocté, si je peux dire ça comme ça. Et c'est donc vendredi dernier, le vendredi 5 juin, qu'on a pu lancer officiellement en fait, le projet de Women in Tech Rwanda, et on a organisé un très très bel événement de lancement dans les bureaux d'Irembo. On a eu un très très beau groupe d'à peu près 50-60 personnes qui sont venues. On a pu organiser un panel avec des exécutifs qui travaillent dans l'écosystème de la tech, de l'éducation et tout ce qui est innovation en général. Et on a pu lancer officiellement en fait, les activités de Women in Tech Rwanda très récemment avec le soutien de sponsors. Et finalement, si c'est dans les locaux d'Irembo, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au fait de comment ça se passe au Rwanda, Irembo, qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait qualifier Irembo? Et ça veut dire finalement que vous avez un soutien aussi étatique d'une certaine manière. L'État vous accompagne dans cette direction. On sait très bien que l'État en général, le gouvernement rwandais fait beaucoup d'efforts pour justement l'empowerment des femmes. Donc Irembo, c'est un peu la plateforme tech qui permet à la population rwandaise de faire toutes ces démarches administratives en ligne. Donc ça permet de digitaliser toute cette partie administration. Et donc en effet, lorsque j'ai contacté Irembo pour leur parler de ce projet de Women in Tech, ils ont tout de suite été séduits parce que de eux-mêmes en fait, c'est des actions qu'ils essayent d'intégrer dans leur travail, et ils ont tout de suite été hyper à l'écoute et ils nous ont tout de suite apporté le soutien dont on avait besoin pour pouvoir faire ce lancement et même plus. Intéressant. Et du côté de Adwin? Du côté d'Adwin, il n'y a pas vraiment d'activité principalement basée au Rwanda vu que c'est une ambition internationale. Mais on a des activités au Brésil, on a des activités en Côte d'Ivoire, on a des activités également au Kenya. Et justement, le but, c'est d'harmoniser en fait tous ces piliers que j'ai déjà cités avant dans le monde entier, de manière globale et internationale. Mais Margot, là, ça fait un petit moment qu'on discute. Tu nous parles de ton retour. Tout est tout beau, tout rose, tout se passe pour le mieux. On dirait que tu es confronté à aucune difficulté. Donc en fait, finalement, au Rwanda, on fait un peu de networking, on trouve une opportunité, on rentre, on arrive à sociabiliser, on lance des activités, on est soutenu par tout le monde. En fait, il n'y a aucun problème alors. Il n'y a aucune difficulté. Si, il y a des difficultés. La difficulté, c'est que je travaille 7 jours sur 7. Okay. Je travaille du lundi au lundi, tout simplement. J'ai beaucoup d'horaires. Mais après, je pense que quand tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas. D'accord. Voilà. C'est ce qui fait la différence. Est-ce que, là, on avait une interview justement avec Yannick qui est passé sur la chaîne, donc qui a monté le gymnase Soho, qui disait que lui, il a grandi à Londres. Il a grandi à Londres et il a travaillé à Londres, il gagnait beaucoup d'argent, il avait une bonne position. Et puis finalement, quand il compare, c'est le terme qu'il a essayé, il dit « I was miserable ». C'est-à-dire qu'il était vraiment malheureux dans ce qu'il faisait. À Londres? À Londres, voilà. Est-ce que toi, c'est le sentiment que tu avais? Parce qu'il avait l'impression que justement, son purpose, le but, ce pourquoi il était fait et là où il devait être, c'était véritablement le Rwanda. Malgré qu'à Londres, il avait sur le papier tout ce qu'il fallait pour être heureux. Est-ce que toi, tu avais l'impression justement, quand tu étais dans la diaspora, finalement, en France, mais quand tu étais en France ou quand tu étais à Londres, est-ce que tu avais ce côté, je fais quelque chose qui a du sens, mais c'est pas là où je dois être. Je me sens miserable. Est-ce que c'est le sentiment que tu avais? Je ne dirais pas que je me suis sentie miserable, je dirais plutôt que pour moi, en Europe, en France et en Angleterre, il y a un plafond de verre qui est impossible à briser quand on vient d'origine, de minorité ethnique, on va dire. Et ça, je l'ai vu de par mon travail, parce que j'ai rencontré ces personnes-là qui essayaient de gravir les échelons, qui essayaient de s'en sortir et qui n'y arrivaient pas, alors qu'ils étaient compétents, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc j'ai tout de suite compris que déjà, pour une certaine population, c'est plus compliqué. J'ai aussi compris que même lorsqu'on a tout ce qu'il faut, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réseau, beaucoup plus de crédibilité pour pouvoir arriver à un certain niveau. Alors que je trouve qu'en Afrique, et notamment au Rwanda, peut-être parce que c'est un petit pays, c'est très facile de rentrer dans un réseau, c'est très facile de se faire connaître, c'est très facile de mettre en avant des projets, des initiatives, sa propre start-up, et de pouvoir en fait trouver des alliés qui vont t'aider à mettre ce projet-là en place. Je trouve que c'est plus facile d'avoir une carrière à succès en Afrique qu'en Europe. Et alors on peut gagner beaucoup sur le papier, avoir un job title plutôt simple, mais gagner un bon salaire, ou alors peut-être gagner un peu moins, mais devenir directeur, fonder sa propre entreprise et vraiment s'épanouir en fait professionnellement parlant beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. Donc effectivement, c'est avoir ces responsabilités-là, avoir
En fait, plus tu as des responsabilités aussi, plus tu as de l'impact. Les décisions que tu prends, ce que tu fais, ça va d'autant plus impacter les gens. Ça, c'est ce que tu as remarqué. Et puis, effectivement, tu travaillais dans cette structure qui accompagnait des jeunes, justement, qui n'avaient pas forcément accès aux meilleures chances. Mais le parallèle aussi, c'est qu'ils sortaient quand même des meilleures écoles en Europe. Exactement. Ils sortaient des meilleures écoles en Europe. Donc, toi, quand tu comparais justement ces jeunes qui avaient pourtant sur le papier les mêmes chances que les autres, puisqu'ils avaient de très bonnes écoles sur le papier, mais quand tu regardais leur carrière, tu voyais qu'il y avait un plafond de verre qui se... Oui. Le plafond de verre, il est toujours là. Il est là pour les personnes de minorité ethnique. Il est là pour les femmes aussi. Et en fait, je pense que, pour moi, j'en suis arrivée à la conclusion qu'on aura beau travailler dur, on aura beau faire les meilleures écoles, on aura toujours du mal à s'en sortir, on aura toujours un espèce de décalage avec ce qu'on mérite et ce qu'on a vraiment. Alors que je pense qu'ici au Rwanda et en Afrique en général, on peut facilement tomber dans des environnements où on a ce qu'on mérite. D'accord. Si on travaille dur, si on montre qu'on est constant, si on montre du sérieux, si on montre des résultats concrets, en tout cas au Rwanda, on fait confiance et on donne des chances. Et c'est pour ça que le Rwanda aussi est un pays qui est très reconnu pour ses nombreuses opportunités. Parce que je pense qu'il y a des gens qui viennent avec un projet concret et qui, en fait, avec des résultats précis et concrets, en fait, on leur fait confiance. Et c'est D'accord. comme ça qu'ils arrivent à se développer, je pense. Et on a plein de success stories ici au Rwanda. Et justement, par ça, du fait est que le Rwanda, le gouvernement du Rwanda accompagne beaucoup les gens qui ont des projets et des projets positifs pour le pays. Est-ce que toi, dans l'organisation de tes activités, est-ce que tu es accompagné par ce qu'on appelle RDB, donc le Rwanda Development Board, ou bien, bon, effectivement, je crois que le statut d'ONG est très particulier aussi au Rwanda, donc c'est un peu différent. Comment ça se passe pour toi, on va dire, du point de vue administratif? Pour moi, du point de vue administratif, pour l'instant, on n'a pas encore d'entité légale pour Women in Tech Rwanda. Parce que justement, c'était assez particulier, comme tu l'as dit, et étant donné que c'est une ONG qui existe déjà à l'étranger, il faut un peu justifier pourquoi le Rwanda, etc. Donc, c'est une des étapes sur lesquelles on travaille actuellement. Donc, on va dire, administrativement parlant, il n'y a rien qui a été établi pour l'instant, mais justement, le fait que qu'on a réussi, à mettre en place ce programme-là, à organiser ce premier événement de lancement, qu'on a eu des superbes sponsors comme par exemple Canal+, Irembo ou GIZ, sans avoir d'entité légale, ça prouve que la crédibilité est là. Ça prouve que le besoin, en fait, les gens sont conscients au Rwanda qu'il y a un besoin à ce niveau-là et ils nous ont fait confiance. Après, on est venu avec un projet assez précis, on a travaillé sur un plan de 1 an, on sait exactement les thématiques sur lesquelles on veut travailler, on sait exactement la direction qu'on veut prendre et l'impact qu'on va avoir. Et donc, en fait, quand on vient déjà avec ce projet-là assez précis et concret, on est écouté et on nous fait confiance. Il y a un autre sujet, justement, finalement, tu as dit que les femmes étaient confrontées à beaucoup de choses. Tu as parlé aussi des minorités ethniques. Tu as pu le voir à Londres, tu as pu le voir en France. Est-ce que toi, tu penses que l'une des solutions, c'est la discrimination positive? Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on appelle en anglais affirmative action? Est-ce que c'est la réponse finalement à ce type de problématique ou c'est beaucoup plus profond que ça et c'est pas seulement avec la discrimination positive qu'on arrive à enrayer le processus? Alors, moi je pense pas que c'est seulement avec la discrimination positive qu'on arrive, mais je pense que c'est le seul moyen actuellement qui va permettre de changer les mentalités. Dans le sens où en Angleterre on peut parler très facilement d'ethnicité, il est totalement normal de collecter l'ethnicité noire, asiatique ou latine ou peu importe dans les quotas d'une entreprise. Et j'ai l'impression que faire ce travail-là, que les entreprises soient obligées, entre guillemets, d'avoir un minimum de proportion de représentation ethnique, ça les force à recruter dans ce sens-là. Et ces personnes-là peuvent gravir, monter en échelon, peuvent avoir des postes à direction et peuvent être, entre guillemets, des rôles modèles, des inspirations pour les générations futures. Et quand, avec le temps, ce sera normal pour des jeunes adolescents de 14 ans de voir qu'un noir a réussi à devenir PDG, qu'un asiatique a réussi à devenir un homme d'affaires à succès, on va comprendre en fait qu'on n'a plus besoin d'éduquer les autres, que c'est pas normal qu'il y ait un manque de représentation. Donc pour moi, c'est pas que ça, c'est bien évidemment beaucoup plus profond que ça, sauf qu'on est obligé de faire ce travail-là, malheureusement, pour rééquilibrer la représentation dans tout le monde professionnel, on va dire. Okay. Donc c'est à faire de manière temporaire et puis à partir du moment où c'est
on sent que voilà, c'est devenu monnaie courante. Il n'y a Voilà. plus de plafond de verre en tant que tel, ou en tout cas, celui-ci est réduit. Exactement. Là, à ce moment-là, on peut arrêter cette discrimination positive. Voilà. Est-ce que toi, il y a d'autres choses justement que tu as vues au cours de tes expériences, notamment à Paris ou bien à Londres, et même là, ici au Rwanda, que tu penses que ce serait intéressant de mettre en place, notamment pour les femmes en Afrique, et qui aurait une véritable plus-value? Disons qu'il y a quelqu'un important au Rwanda qui écoute l'interview, et toi tu te dis, par rapport à Women in Tech ou même Adwin, ça c'est quelque chose dont on aurait besoin, et je pense que ça pourrait grandement changer les choses. Qu'est-ce que ce serait? Oui. Alors moi, je pense que le premier problème que j'ai soulevé en Europe, c'est l'éducation. J'en ai moi-même fait les frais, dans le sens où je me suis lancée dans une filière dans la banque et l'assurance, alors que c'était pas vraiment mon premier choix, ni mon choix de prédilection. Et je pense qu'il y a un vrai manque d'informations au niveau de l'éducation, ça veut dire au plus jeune âge, de différentes possibilités. Ça veut dire que par exemple, on ne dit pas assez aux femmes qu'elles peuvent se lancer dans des filières plus techniques, comme la tech, comme la mécanique, peu importe. On n'a pas assez formé les jeunes, il n'y a pas assez d'éducation à ce niveau-là pour ouvrir leur horizon. Ça, c'est le premier truc. Et bien évidemment, un accompagnement du plus jeune âge jusqu'à, on va dire, l'âge où on commence à prendre des décisions dans sa vie. Parce que souvent, on n'est pas accompagné. Et quand on arrive au moment où il faut choisir une filière à l'université, généralement, je pense que 90% des gens font un peu, bon, je vais choisir ça comme ça. Et pour certains, ça fonctionne parce que finalement, ils s'y épanouissent. Mais pour d'autres, soit ils se retrouvent coincés dans une filiale qui ne leur plaise pas et se retrouvent coincés, ou alors pour d'autres, ils sont obligés de se réorienter. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. Je me suis complètement réorientée, j'ai repris la main sur mes études supérieures et j'ai choisi de faire un master en International Business Management parce que ça allait totalement en lien avec ce que je voulais faire. Mais j'avais déjà trouvé ma voie à ce moment-là. D'accord. Et donc oui, je pense que clairement un manque d'éducation et d'accompagnement, surtout pour les minorités où les personnes sont représentées, donc notamment les femmes. Ça c'est intéressant ce que tu dis, je ne sais pas si tu as vu tout récemment, mais le gouvernement du Bénin a décidé de rendre la scolarité gratuite pour les femmes et les petites filles de l'école maternelle, si je ne me trompe pas, jusqu'au secondaire. Et j'avais vu moi dans les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquaient, qui disaient mais en fait ça devrait être gratuit pour tout le monde. Et j'avais vu un très bon commentaire moi, qui m'avait surpris, et je n'étais pas forcément éduqué sur le sujet, qui disait mais généralement dans nos cultures africaines, en tout cas notamment en Afrique de l'Ouest et là au Bénin pour le coup, il disait mais quand un père de famille ou quand des parents ont à choisir qui va aller à l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, on envoie les garçons et on se dit bon ben cette jeune fille peut-être qu'elle va se marier, on va peut-être la forcer à se marier, on va la pousser en tout cas à se marier jeune, comme ça elle n'est plus un poids pour la famille. Et c'est comme ça qu'on sacrifie. Est-ce que c'est des thématiques, des problématiques qu'on retrouve aussi ici au Rwanda ou pas véritablement? Je pense que oui, c'est des thématiques qu'on retrouve ici au Rwanda. Le continent africain en général, on va dire que la place de la femme dans le continent africain en général, c'est souvent la place à la maison, maman. Est-ce qu'on pourrait dire la place traditionnelle peut-être? La place traditionnelle, oui, la place traditionnelle de la femme en Afrique malheureusement est encore très ancestrale pour moi, très traditionnelle, alors que pour moi le monde évolue. Le monde évolue et il devient de plus en plus difficile pour un homme seul d'assumer financièrement tout un foyer. Et les femmes sont plus éduquées. Il y a maintenant, Dieu merci, un peu plus d'accès à l'éducation. Donc il y a de plus en plus de femmes éduquées, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent travailler, qui veulent travailler et qui aiment ce qu'elles font. Et donc il faut réajuster, on ne peut pas rester dans les traditions ancestrales. Il faut s'adapter avec l'évolution de notre ère en fait, de manière générale. Et même justement lorsque ces femmes-là, elles ont accès à l'éducation, qu'elles travaillent, elles ont quand même cette charge à la maison. Et ça a été dit dans le panel qu'on a organisé pour l'événement de lancement, c'est que des étudiantes et des étudiants, ils vont à l'école, ils vont à l'université. Quand ils rentrent à la maison, généralement la femme étudiante, elle doit s'occuper de ses frères et sœurs, elle doit s'occuper des charges domestiques à la maison, davantage que le garçon. Le garçon, il peut rentrer, se focaliser sur ses devoirs, avancer sur ses études, alors que la femme, elle a beaucoup moins d'accès, en fait, elle a beaucoup moins de temps libre et elle a beaucoup plus d'exigences à la maison. Et ça, en effet, c'est ça qui fait freiner, on va dire, je pense, qui freine l'autonomisation de la femme. Très intéressant. Bon, Margot, je crois qu'on a
bien creuser justement les différentes thématiques que tu traites actuellement ici au Rwanda, des thématiques qui te tiennent à cœur. Si jamais tu devais rajouter quelque chose que les gens ne savent pas forcément, notamment sur les droits des femmes, sur l'avancement de la femme, sur l'autonomisation de la femme, c'est quelque chose que tu voudrais partager de ton expérience avec celles et ceux qui nous écoutent sur la chaîne Way Back to Africa. Tout ce qui est lié à l'autonomisation de la femme n'est pas qu'un combat pour la femme. Les hommes ont également un énorme rôle à jouer dans tout ça, par leur soutien, par leur présence aussi. Je pense qu'il faut également éduquer l'homme. Je pense que l'homme parfois n'est pas conscient en fait des difficultés que la femme rencontre. Et quand l'homme se rend compte que, ah oui, être une femme c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est vrai que moi quand je rentre à la maison, j'ai pas grand chose à faire, alors que c'est vrai que ma collègue ou ma camarade de classe en fait, elle a une charge que moi je n'ai pas. Et vraiment, il faut que l'homme soit éduqué et prenne conscience. Et lorsqu'il y aura cette prise de conscience collective, comme tu l'as dit, collective, où vraiment l'homme et la femme sont conscients des inégalités auxquelles ils font face, et qu'on puisse allier nos forces pour pouvoir avancer ensemble, je pense que là, on aura vraiment franchi un cap, et après, on aura un tapis rouge qui va se dérouler devant nous pour pouvoir améliorer toutes ces inégalités. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est que moi, j'avais vu sur l'une des publications de Women in Tech Rwanda, j'avais vu un homme que beaucoup de gens ici connaissent sur la chaîne Way Back to Africa, à savoir Aimé qui a été, je crois, un grand soutien de Women in Tech. Ouais. Je ne sais pas si tu voudrais en parler un peu, ce qu'il a fait. Ce n'est pas pour minimiser le reste des femmes, parce que finalement aussi c'est principalement des femmes qui travaillent dans Women in Tech Rwanda, mais j'étais, surpris de voir son visage. Je ne devrais pas, mais je l'ai quand même vu, donc je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait. Il est le CEO d'un grand groupe. Comment il a pu apporter sa contribution, notamment à ton initiative, l'initiative Women in Tech? Exactement. Donc Aimé fait partie de notre conseil d'administration. Donc c'est vrai que ça a été un choix personnel de pouvoir l'inclure. Donc je lui ai tout simplement demandé, et il a bien évidemment accepté. Étant donné que c'est un CEO d'un grand groupe ici qui est dans une industrie qui est très masculine. Il travaille dans un groupe tech. Et donc je pense que lui-même il est conscient en fait des challenges et des gaps, et je pense que lui-même il le voit. Parce qu'en plus, Aimé, il a une expérience en France, mais aussi au Rwanda. Donc, je pense qu'il arrive aussi à voir que c'est des challenges qui suivent les localisations. Il n'y a pas un meilleur endroit que d'autres, bien que le Rwanda fait quand même pas mal d'efforts. Et donc, je pense que quand je suis venue vers lui avec ce projet-là, il a tout de suite accepté. Et il a tout de suite voulu faire partie de cette aventure-là. Et il a apporté conseil, leadership. Il m'a présenté à pas mal de gens. Donc ça aussi, ça fait partie des réseaux que j'ai réussi à établir. Il a tout simplement été là en fait. Et je pense qu'avoir un homme qui est présent pour des initiatives des femmes, c'est toujours un plus, c'est toujours un asset. Et ça permet un petit peu aussi d'avoir une représentation. Ça veut dire que quand il y a d'autres hommes qui voient un homme qui s'investit dans des initiatives de femmes, ça débloque quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce tabou de se dire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, et on me l'a posé plein de fois la question, oui c'est que pour les femmes, donc ça veut dire que moi en tant qu'homme je ne suis pas le bienvenu, c'est pas vrai. Et le fait qu'on ait Aimé justement dans ce conseil d'administration, ça permet en fait de dire, si tu es un homme et que tu veux t'engager en fait dans ces thématiques-là, bien évidemment que tu es le bienvenu. Merci beaucoup Margot, on est arrivé presque à la fin de cette interview. Pour reprendre tes mots, qu'on soit un homme ou une femme, si jamais la thématique des droits des femmes nous intéresse, si la thématique de l'autonomisation des femmes nous intéresse, alors on est le bienvenu, on peut travailler là-dessus. Oui. Je ne sais pas si les gens souhaitent te contacter, te solliciter, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Est-ce que vous avez une page Instagram? Est-ce que c'est plutôt ton LinkedIn? Pour des gens qui nous écouteraient et qui voudraient se dire, moi ça m'intéresse, je voudrais avoir mon petit impact aussi. Comment ils pourraient faire? Comment ils pourraient reach out to you, comme on dit en anglais? LinkedIn, pour moi, c'est l'outil le plus efficace pour me contacter. On a également une page Instagram. Margot, je vais poser la dernière question de l'interview, à savoir, avant-dernière. Si jamais tu avais maintenant un conseil pour des personnes qui souhaiteraient justement s'installer en Afrique, et plus particulièrement au Rwanda, quel serait cet unique conseil? Mon conseil pour les personnes qui veulent s'installer en Afrique et plus précisément au Rwanda, c'est de venir avec un projet concret et pas simplement une idée. Pourquoi? Parce que le Rwanda est un pays dynamique, mais il demande du sérieux et de la constance.
Je donnerai également le conseil de commencer par s'intégrer dans les réseaux expatriés, donc des personnes qui sont venues également avant s'installer, qui peuvent être un premier tremplin et un premier réseau. Et également de prendre le temps de s'intégrer à la population locale, de sortir un peu de sa zone de confort et de se forcer à aller rencontrer des gens, à aller aux événements pour pouvoir se créer aussi un réseau plus solide. Montrer qu'on est là pour la durée aussi et mettre en avant son projet, surtout quand on y croit. Merci beaucoup Margot, merci beaucoup Margot. On est arrivé à la fin de cette interview. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à là. Si jamais cette thématique vous intéresse, la thématique du retour en Afrique, vous êtes les bienvenus pour vous abonner à la chaîne Way Back to Africa. Si jamais l'Afrique en général vous intéresse, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager autour de vous. Et puis on va clôturer l'interview. Comment est ton Kinyarwanda, Margot? Gatché. Ça veut dire un peu. Hein. Ok. Et si tu devais dire au revoir, comment tu dirais au revoir? Tu peux regarder la caméra et dire… Au revoir en Kinyarwanda? Ouais. Je sais même pas comment on dit. Je crois que c'est Octave qui est derrière nous, je pense qu'il pourra confirmer. Est-ce que c'est Moulabeo? Okay. Moulabeo. Ouais, c'est Moulabeo. Tu peux regarder la caméra et dire Moulabeo. Moulabeo. Et comme vous le savez, comme j'aime le dire sur cette chaîne, dans ma langue natale, à savoir en Mina, parlé dans le sud du Togo, et Izinde.